Ah oui, c'est désormais possible. Un étudiant, un ordinateur, sous le haut patronage de son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République du Togo, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a initié le projet Galilée. Projet qui bénéficie d'une subvention de l'État togolais et de l'appui de plusieurs partenaires. Pour plus d'informations, visitez le site www.projetgalilée.tg. Projet Galilée, un étudiant, un ordinateur. Magazine Pluriel, Étienne Nabédé. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce magazine pluriel. En voici le sommaire. L'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques, INSEAD, a présenté hier à Lomé les résultats de l'enquête réalisée fin 2017 et début 2018. C'est une enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel dans les 8 pays de l'espace UEMOA, qui a donc permis de connaître le nombre d'unités de production informelle et donc le poids et le rôle du secteur informel dans l'économie nationale. La campagne 2019-2020 de la commercialisation café-cacao désormais ouverte. Au cours d'un atelier hier à Palimé, un appel a été lancé aux principaux acteurs pour un respect des bonnes pratiques qui régissent le commerce dans cette filière. Les Tunisiens sont de nouveau appelés aux urnes demain dimanche pour le second tour de la présidentielle. Même si le débat télévisé d'hier risque d'être déterminant pour ce scrutin, c'est plus la force de persuasion des deux hommes qui pourrait faire la différence. Deux invités dans ce magazine pluriel. D'abord, M. Derman Moutala, directeur de l'artisanat. Il va nous parler de la première édition du marché international de l'artisanat au Togo, qui s'ouvre du 25 octobre au 3 novembre prochain. Et M. David Broum Marina, secrétaire permanent du comité national anti-drogue. M. Broum va nous évoquer le lien entre la consommation des drogues et les maladies mentales. À suivre également les échos du palais et les sports. Mesdames, Messieurs, bienvenue donc dans ce journal et bonjour. Le mouvement Touche pas, mon président TPMP a tenu hier à Lomé son assemblée générale extraordinaire. À l'issue des travaux, un nouveau bureau de 11 membres a été élu pour un mandat de 4 ans renouvelable. Avec pour thème le mouvement TPMP face aux enjeux et défis de 2020. Cette rencontre s'est déroulée en présence des coordonnateurs du mouvement venus de toutes les régions du pays. Ce nouveau bureau est dirigé par Idrissou Salifou. Celui-ci, il remplace à ce poste M. Obekou Bossoleil. M. Dantoiré Douti, secrétaire général du TPMP. Le mouvement travaille avec le parti, pour le parti et à cause du parti. Nous travaillons pour le chef de l'État et son parti. Donc, pour ce nouveau bureau, nous allons nous remettre au travail en mobilisant les jeunes, les femmes, toutes les couches sociales pour soutenir le président de la République en vue d'une victoire écrasante aux élections de 2020. Cette assemblée élective va permettre au mouvement de bien démarrer les préparatifs des campagnes en vue d'une élection présidentielle réussie à apaiser dans notre pays en 2020. La campagne 2019-2020 de la commercialisation café-cacao a été officiellement lancée hier à Palimé. C'est une initiative du comité de coordination pour les filières café-cacao en partenariat avec le conseil interprofessionnel des filières café-cacao. Il appelle les principaux acteurs au respect des bonnes pratiques qui régissent le commerce. Geneviève Pognon.
L'un des objectifs du gouvernement togolais est de développer et de promouvoir les filières à fort potentiel de croissance, dont le café et le cacao. Ces deux produits occupent parmi les productions agricoles d'exportation, respectivement les deuxième et troisième rangs après le coton, et contribuent à la formation de la richesse nationale pour 1,4%. Et donc, il est important d'apporter un appui stratégique et technique aux acteurs des dites filières. Anselme Gouton, secrétaire général de CCFCC. La commercialisation est définie selon des règles et chaque acteur des filières ont pris des engagements clairs et dans ces engagements figurent les conditions pour en fait l'organisation de l'achat, même de la production et de la commercialisation à l'export de ces deux produits. Donc le fait qu'ils sont ensemble dans l'interprofession, ils arrivent à s'accorder suffisamment sur la façon dont on doit alors organiser la campagne. C'est un atout important pour nous. Grâce à l'action conjuguée de ces acteurs, des avancées significatives ont été enregistrées dans le développement des filières café-cacao au Togo au cours des 2 dernières campagnes de commercialisation. Pour maintenir le cap, le ministre Noël Koutera Bataka de l'agriculture, de la production animale et halieutique relève les innovations apportées à la campagne 2019-2020. Nous avons voulu, dans le cadre de la campagne mondiale pour l'alimentation, revenir sur une dimension, c'est la valorisation du potentiel du cacao et du café. Ces produits ont des vues et peuvent améliorer les conditions de vie des populations, aussi sur la dimension économique, mais nutritionnelle avant tout. Je marque ce point essentiel pour expliquer ce que c'est Téléfood. Quand on parle de l'alimentation, il ne s'agit pas simplement de lutte contre la faim. Il y a une dimension essentielle importante qui est l'innocuité, la qualité de l'aliment. Pour répondre aux exigences des consommateurs, le ministre Adedje Kojo du Commerce exhorte les acteurs à jouer leur partition dans la production et la commercialisation de ces produits. Pour la campagne de commercialisation dans laquelle nous sommes, 2019-2020, les prévisions d'exportation sont estimées à 13 000 tonnes, dont 6 000 tonnes pour le cacao et 7 000 tonnes pour le café. De répondre favorablement aux légitimes attentes de nos braves producteurs et surtout de défendre le label Made in Togo, j'exhorte tous les acteurs à s'engager davantage dans les transactions tout en respectant scrupuleusement les textes en vigueur ainsi que les règles d'hygiène dans la transformation et l'emballage des produits dérivés afin de répondre favorablement aux attentes de nos consommateurs. L'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques INSED a organisé hier à Lomé un atelier en vue de présenter les résultats de l'enquête réalisée fin 2017 et début 2018. Il s'est agi d'une enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel dans les 8 pays de l'espace Yomoa. Au Togo, l'enquête réalisée sur toute l'étendue du territoire a permis de connaître le nombre d'unités de production informelle et donc le poids et le rôle du secteur informel dans l'économie nationale. Angèle Ontondi. Cette enquête, qui a été réalisée au moyen d'un sondage sur un échantillon de 7200 ménages, s'est déroulée en 3 volets, à savoir volet emploi, volet informel et volet gouvernance, paix et sécurité. Les résultats obtenus couvrent 6850 ménages, soit un taux de réponse de 95,1%. Pour l'analyse de l'emploi, sur un total de 17 495 individus de 15 ans ou plus identifiés, le taux de réponse est de 96,7%. Au niveau de la gouvernance, paix et sécurité, sur 15 074 individus de 18 ans et plus, le taux de réponse est de 96,8%. En ce qui concerne les unités de production informelle, un total de 3 924 réponses sont enregistrées, soit un taux de 94,2%. Madienne, directeur du management et de l'information statistique à l'INSID. L'enquête régionale
national intégré sur l'emploi et le secteur informel s'inscrit dans un processus de statistique dans la sous-région, inscrit dans le programme statistique régional défini par l'UOMOA, qui a pour objectif de produire les indicateurs sur le marché du travail, de l'emploi et du secteur informel. Au cours de cette enquête, certains indicateurs aussi ont été recueillis sur la paix et la gouvernance. Donc de façon globale, il faut retenir qu'au niveau des indicateurs emploi, on a 12,1% des emplois formels qui se situent dans le secteur non agricole et puis beaucoup plus la participation féminine en termes de moyens en main-d'œuvre se retrouve dans le secteur informel. Donc 70% des femmes sont dans les emplois informels. Ces résultats permettent ainsi de connaître le nombre d'unités de production informelle et donc le poids et le rôle du secteur informel dans l'économie nationale, les revenus de l'activité et leur distribution, le niveau du chômage sur le marché du travail et les branches porteuses du secteur informel. La formation des élèves policiers démarrée lundi à l'École nationale de police a pris fin ce samedi sur une note de satisfaction. Ils sont 853 à prendre part à ce recyclage sur diverses thématiques telles que la police de proximité, le maintien, le rétablissement de l'ordre public en période électorale, le droit international humanitaire, les droits de l'homme et les droits de l'enfant. Le but est d'outiller les élèves policiers pour une gestion efficace et professionnelle des foules. C'est le ministre de la Sécurité et de la Protection civile qui a présidé l'exercice synthèse. Le général Yard Damham a félicité les apprenants et remercié les partenaires, notamment le PNUD, le HCDH et l'UNICEF. Les députés de l'opposition guinéenne ont annoncé hier leur intention de suspendre leur participation aux sessions plénières de l'Assemblée nationale en parallèle à l'appel à manifester à partir de lundi prochain. Ils entendent ainsi protester contre l'organisation d'un référendum constitutionnel. Une décision notamment motivée par la volonté maintes fois exprimée par les autorités d'élaborer une nouvelle constitution pour se maintenir au pouvoir en violation flagrante de la Constitution en vigueur. Le procès de l'ancien président sud-africain va s'ouvrir mardi prochain après le refus d'un tribunal d'abandonner les poursuites qui le visent dans une affaire d'armement impliquant le groupe français Thales. Jacob Zuma, au pouvoir de 2009 à 2018, avait demandé l'abandon des poursuites, s'estimant victime d'une chasse aux sorcières lancée il y a 20 ans dans une rocambolesque affaire de vente d'armes. Mais le parquet sud-africain avait défendu leur maintien compte tenu du très lourd dossier retenu contre lui et au nom de l'égalité devant la loi. Présidentielle tunisienne de demain, les candidats au second tour de la présidentielle, donc Kais Saied et Nabil Karoui, se sont affrontés hier soir lors d'un débat télévisé. Ce débat, le 5e, risque d'être déterminant pour le scrutin. Certes, les indécis sont encore très nombreux, mais la force de persuasion des deux hommes pourrait bien faire la différence. Bénédicte Kanda. Ce dernier débat a été organisé in extremis 2 jours seulement après la libération de Nabil Karoui. Les grandes thématiques ont été abordées, de leur conception de la sécurité aux affaires publiques en passant par la diplomatie et les prérogatives présidentielles. Le juriste Kais Saïd a marqué des points par son aisance à répondre aux questions. Son ton professoral réclamant ses réponses a tranché avec l'attitude de Nabil Karoui, plus décontracté mais également plus hésitant sur certains sujets. Éradiquer la pauvreté, libérer les énergies et relancer l'économie en rassurant les investisseurs fut le mot d'ordre de l'homme d'affaires pendant que Kais Saïd rappelait qu'il aspirait à mettre en place une gouvernance locale issue de rencontres citoyennes. Il refuse de parler de promesses, mais de tâches à accomplir. L'universitaire affirme être à l'écoute des besoins des jeunes. L'éducation doit faire partie de la souveraineté nationale. L'État doit retrouver son rôle social. Le débat s'est conclu par une poignée de main cordiale entre 2 finalistes au style diamétralement opposé. Reste à voir enfin si les électeurs vont se déplacer à nouveau pour aller voter. Entre la présidentielle et les législatives, c'est la 3e fois que les Tunisiens sont appelés aux urnes en l'espace d'1 mois. Les 2 candidats observent désormais le silence électoral précédant le jour du vote.
Merci à toi, Bénédicte Kanda. 3 soldats congolais et 2 assaillants ont été tués hier lors d'affrontements avec des miliciens d'un groupe sécessionniste à Lubumbashi, la deuxième ville de la RD Congo. Il s'agit de la milice Bakata Katanga, constituée de partisans qui militent pour la sécession de la riche province minière de l'ex-Katanga. En 2015, ils avaient hissé le drapeau de l'ex-république du Katanga à Lubumbashi avant de se rendre à une base des casques bleus de la mission de l'ONU en RD Congo. Depuis, ces miliciens ont été démobilisés et cantonnés à Lubumbashi en attendant leur réinsertion dans la vie active. Une femme nommée à la tête de la Cour suprême du Soudan, c'est une première historique dans le pays. Nimat Abdallah Mohamed Kahir est une juge expérimentée et connue pour son intégrité. Elle a été choisie alors que depuis des semaines, des manifestations réclament une justice plus indépendante au Soudan, à la différence d'autres juges qui ont longtemps servi les intérêts de l'ancien régime. La magistrate a toujours su rester neutre. Nous abordons donc la deuxième partie de ce magazine invité du journal. Le Togo accueille du 25 octobre au 3 novembre prochain la première édition du marché international de l'artisanat au Togo, une plateforme privilégiée mise en place par le ministère du Développement à la base de l'artisanat et de la jeunesse pour une meilleure visibilité des artisans togolais. Comment va se dérouler le marché ? Les objectifs et surtout son impact sur le développement du secteur au Togo et sans oublier sa contribution à la réussite du PND. Voilà autant de sujets dont nous parle le directeur de l'artisanat. M. Derman Moutala nous donne des précisions. Il est au micro de Gabriel Aïna. Monsieur le directeur, bonjour. Oui, bonjour. J'espère que l'artisanat au Togo se porte bien, n'est-ce pas? L'artisanat au Togo se porte très bien. Nous pouvons dire que c'est un secteur qui, depuis 2010, connaît des améliorations dans son développement parce que le gouvernement aujourd'hui place l'artisanat parmi les priorités et comme l'un des leviers de développement de notre pays. Donc, le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour améliorer la compétitivité de ce secteur. Un des leviers de développement de ce pays, vous l'avez souligné, monsieur le directeur. Alors, qui peut-on appeler artisan? Merci. Pour être plus simple, je vais partir peut-être de la définition de ce que c'est qu'une activité artisanale. Donc, c'est toute activité d'extraction, de transformation, toute activité de production dans laquelle il y a une prédominance de la main, même si nous pouvons de temps en temps faire appel à des outils, à des machines qui généralement sont actionnés directement par l'artisan lui-même. Donc voilà en résumé la définition de l'activité artisanale que nous classons en 3 principaux groupes. Oui, que sont? Parce que nous avons l'artisanat de production, comme je viens de le dire, il y a l'artisanat de service et il y a l'artisanat d'art et de décoration. L'artisanat de production, il y a des gens qui fabriquent par exemple des outils agricoles. À partir d'une matière première, produisent et fabriquent quelque chose eux-mêmes. Ça, c'est l'artisanat de production. L'artisanat de service, je donne juste un exemple, ceux qui font la réparation. Un maintenancier, un mécanicien, ça c'est l'artisanat de service. Et bien évidemment, le 3e groupe, c'est l'artisanat d'art et de décoration qui est le plus connu de tous les Togolais. Parce que généralement, quand on parle d'artisan, on pense que c'est celui-là qui fait seulement la sculpture, c'est celui-là qui fait les tableaux, c'est celui qui est artisan. L'artisanat, en fait, est plus vaste. Et au niveau communautaire, je veux parler de l'espace 8 mois. Nous avons un test commun, un code commun de l'artisanat qui également classe l'artisanat. En plus des 3 groupes d'artisanat, il y a 8 branches d'activité. Et de ces 8 branches d'activité découlent 40 corps de métier. Et de ces 40 corps de métier, nous avons 162 métiers de l'artisanat. Wow. Donc, disons, nous avons un arrêté. Malheureusement, nous ne pouvons pas nous permettre de citer les 162 métiers. Ouais. Sinon, je dirais plus simple que est artisan celui qui exerce une activité parmi les 162 que nous avons dans
le répertoire établi par les 8 pays de l'UMOA. Ce qui m'a amené à poser cette question, je suivais une émission où on parle de l'INAM avec les artisans, où celui qui a représenté l'INAM parlait effectivement de 160 quelque chose de métiers, où il parlait, je crois, d'une dame qui prépare à Koumé ou quelque chose aussi. Comme vous l'avez dit, on a toujours pensé que c'est le cordonnier, c'est le dessinateur, c'est le peintre. Alors, pour poursuivre, en juillet dernier, il a été décidé officiellement d'organiser cet événement, le marché international de l'artisanat au Togo. C'est la première fois, c'est du 25 octobre au 3 novembre prochain. D'abord, pourquoi cette initiative? L'idée est venue d'où? Je l'ai dit, entre-temps, depuis quelques années, le gouvernement place parmi ses priorités l'artisanat. Et c'est beaucoup d'investissements qui sont faits pour amener les artisans à améliorer leurs prestations, à améliorer leur production. Aujourd'hui, disons que l'un des principaux problèmes, l'une des difficultés des artisans aujourd'hui, c'est le marché. Les artisans produisent, il faut pouvoir écouler. Et le Miato, en réalité, est l'une des réponses. Je ne dis pas que le Miato seul constitue la réponse, mais c'est l'une des réponses à ce problème d'écoulement des produits artisanaux, parce que il faut créer une vitrine pour permettre aux consommateurs togolais, aux consommateurs africains de découvrir la qualité, de découvrir la richesse des produits artisanaux de notre pays. Donc, le Miato, aujourd'hui, disons, constitue une vitrine pour permettre en fait les artisans togolais et les artisans africains de venir exposer leur savoir-faire, de venir exposer leurs produits pour que le consommateur togolais s'y habitue de temps en temps. C'est vrai que par le passé, nos artisans participent à des manifestations foraines comme la foire internationale de Lomé, au cours de laquelle nous organisons un salon national de l'artisanat. Mais nous sommes arrivés à un moment où nous disons on ne peut pas se cacher derrière cet événement, entre guillemets. Toujours se cacher, entre guillemets, derrière un tel événement, organiser le SANA. Le SANA a connu un succès et nous pensons aujourd'hui que nous pouvons quand même envisager une manifestation à l'international. C'est pour ça que cette année, nous nous sommes dit, nous organisons la première édition. Nous avons prévu 200 stands pour les exposants, mais c'est plus de 200 exposants qui sont attendus parce que certains artisans s'associent souvent à deux pour prendre un stand et se les partager. Donc, c'est plus de 200 exposants qui sont attendus pendant 10 jours, vous l'avez dit, du 25 octobre au 3 novembre sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le ministère en charge de l'artisanat a décidé d'offrir une plateforme uniquement à ces artisans. Comment est-ce que cela va se dérouler? Il y aura des expositions? Est-ce qu'il y aura des formations? Ou c'est juste des expositions, les gens vont venir vendre et autres? Maintenant, quand on parle d'une rencontre internationale, c'est-à-dire que des gens vont venir de l'extérieur. Donnez-nous un peu une idée des pays participants et bref, tout ce que nous pouvons savoir sur le déroulement de cet événement. Le Miato, c'est des expositions, des produits, mais aussi des formations. Il y aura des ateliers de formation, il y aura des conférences, il y aura des rencontres B2B. C'est aussi l'occasion pour nos artisans de rencontrer des acheteurs professionnels qui viendront d'autres pays, notamment de l'Europe ou de l'Amérique. Les gens viendront parce que nous y travaillons. Il y a des acheteurs professionnels qui ont confirmé leur arrivée pour venir découvrir vraiment nos produits artisanaux togolais. C'est également un lieu de découverte de la gastronomie togolaise. Comme vous le savez, nous avons une branche d'activité de l'agroalimentaire qui fait la promotion de tout ce que nous produisons localement. Donc c'est également l'occasion de découvrir en dehors des expositions, il y aura de la restauration sur place, il y aura des soirées pour égayer parce que c'est une fête en réalité. Donc pendant les 10 jours, chaque soir nous aurons quand même une manifestation culturelle ou une soirée, un spectacle. Il y aura des défilés de mode. Donc c'est tout un ensemble, c'est beaucoup d'activités programmées pendant les 10 jours. Le PND aujourd'hui, le Plan national de développement, nous savons combien cela est important pour le gouvernement. C'est de 2018 à 2022. L'artisanat au Togo aujourd'hui va beaucoup contribuer, quoi qu'on dise, et à travers cet événement. Mais peut-être bien avant qu'on arrive là, en un mot, quel peut être l'impact selon vous? L'impact, c'est vraiment d'amener les Togolais à s'intéresser aux produits artisanaux. Parce que nous consommons
le plus souvent des produits importés, alors que nous avons des produits locaux qui sont très compétitifs, qui sont très bons, naturels. Non seulement ça, quand nous prenons aujourd'hui au Togo dans le textile, nous n'avons pas forcément besoin d'acheter des produits venant d'autres continents parce que nous produisons beaucoup de choses. Nous avons des gens qui excellent dans ce domaine de textile au Togo. Donc, c'est d'amener les gens à s'intéresser aux produits locaux et c'est améliorer également l'écoulement des produits artisanaux. Donc, c'est l'impact que nous recherchons à travers le Miato. Nous venons à présent au PND et le Miato. Vous savez, le PND, l'un des objectifs, c'est de faire du Togo un centre d'affaires de premier zone. Et nous pensons que organiser une telle manifestation pourrait quand même contribuer à faire du Togo un centre d'affaires. Et également dans le PND, il est demandé pour tout ce qui concerne l'artisanat d'organiser tous les ans une foire ou un salon pour la promotion des produits de l'artisanat. Donc le Miato s'inscrit parfaitement dans la vision du PND aujourd'hui. Donc c'est le PND que nous sommes en train de mettre en œuvre à travers le Miato. Parce que c'est une biennale, nous allons l'organiser tous les 2 ans. Mais les années où on n'organise pas le Miato, il y aura d'autres manifestations au niveau national pour la promotion des produits artisanaux. Je pense aussi que c'est la création de l'emploi au cours de cet événement. Pas seulement au cours de l'événement, nous sommes fiers quand même de le dire que l'artisanat aujourd'hui est l'un des secteurs pourvoyeurs d'emploi au Togo. Derrière l'agriculture, nous pouvons dire qu'après l'agriculture, c'est l'artisanat qui aujourd'hui occupe beaucoup de Togolais. Vous n'allez pas voir aujourd'hui une famille dans laquelle vous n'avez pas un artisan. Quand vous parcourez toutes les rues de la capitale, vous ne pouvez pas faire 100 ou 200 mètres sans croiser 2 ou 3 artisans installés en train de travailler et qui font vivre toute une famille derrière. Donc l'artisanat, ce n'est pas forcément au moment de Miato que nous créons de l'emploi, mais l'artisanat lui-même vraiment est une richesse et est une opportunité pour les jeunes. Aujourd'hui, beaucoup d'artisans gagnent mieux leur vie. C'est plus concret d'aller vers les métiers de l'artisanat. Il y a des métiers porteurs aujourd'hui qui sont recherchés. Ce que nous devons améliorer peut-être au niveau de l'artisanat, nous devons faire un travail pour améliorer encore la formation professionnelle. Nous pouvons réussir le PND également en s'appuyant sur l'artisanat parce que si nous avons des artisans bien formés, nous avons une main-d'œuvre bien formée, la production non seulement sera meilleure, mais nous disons que le PND, nous voulons des investisseurs étrangers. Quand l'investisseur veut venir, l'investisseur veut s'implanter au Togo, doit chercher une main-d'œuvre qualifiée. Donc, si nous améliorons la formation, nous avons des gens bien formés, je crois que ça peut également attirer les investisseurs vers le Togo. Nous tendons pratiquement vers la fin de cet entretien, monsieur le directeur. Vous l'avez dit, ce serait une biennale. Beaucoup de choses vont être faites, oui, mais dites-nous aujourd'hui en quoi vous êtes confiant que le Miato va se poursuivre. Nous sommes conscients et confiants puisque nous disons Miato. C'est plusieurs volontés qui se sont rencontrées. D'abord, c'est une volonté exprimée par les artisans eux-mêmes de disposer de leur propre vitrine pour la promotion des produits artisanaux. C'est également une volonté à travers le PND du gouvernement d'offrir une vitrine aux artisans pour s'exprimer, mieux valoriser ce qu'ils produisent. Donc, depuis que nous avons lancé les manifestations, les réservations des stands nous font quand même croire que les gens sont vraiment intéressés. Et aujourd'hui, nous avons des pays de l'étranger qui ont fait des réservations, qui seront là. Nous avons des délégations ministérielles qui se sont annoncées, qui vont arriver pour le Miato. Donc, vraiment, nous sommes vraiment confiants que Miato doit marcher. Donc c'est dit que vous êtes prêts. Le 25, ça démarre. Le 24 déjà, les artisans, les exposants sont en place. Donc le 25 à 9h, vous pouvez faire un tour pour découvrir les meilleurs produits africains. Nous avons des artisans qui viennent d'autres pays qui vont venir exposer. Nous tendons pratiquement vers la fin de cet entretien, monsieur le directeur. Pour finir, votre mot de fin, monsieur le directeur. Merci beaucoup. Ça se passe au Palais des Congrès sur l'Esplanade du 25 octobre au 3 novembre 2019 pour permettre à tous les Togolais pour découvrir le Miato. Pour cette première édition, nous avons décidé que l'entrée soit gratuite pour tous les Togolais. Disons que c'est également le lieu d'inviter tous les Togolais à faire nombreux déplacements. Nous attendons 150 000 visiteurs et je
crois que nous avons beaucoup de choses à découvrir sur le site. Il y a des produits, de belles découvertes à faire, mais en même temps, c'est de faire en sorte que les jeunes Togolais découvrent les métiers de l'artisanat, ce qui se fait dans l'artisanat, parce que c'est quand même un secteur porteur pour l'avenir des jeunes. Donc nous invitons les jeunes qui peut-être ne connaissent pas encore mieux le secteur de l'artisanat de venir sur le site, le découvrir, participer même aux ateliers et aux conférences pour mieux comprendre ce que c'est que l'artisanat et tous les contours. Nous allons organiser beaucoup de choses lors de cette manifestation. Les heures, c'est de 9h à 22h. Et c'est du 25 octobre au 3 novembre 2019. C'est une belle fête et je dirais 1000 regrets aux absents. Monsieur Deman, merci. Merci beaucoup, merci. Et merci aux auditeurs de Radio Lomé. Nous disons donc merci à Gabriel Aïna et à son invité Derman Moutala, directeur de l'artisanat, qui nous ont donc parlé de la première édition du marché international de l'artisanat qui s'ouvre au Togo du 25 octobre au 3 novembre prochain. À présent, nous recevons M. Bom David Mawina. Il est le secrétaire permanent adjoint du Comité national anti-drogue. Il nous parle de la Journée mondiale de la santé mentale. La communauté internationale a célébré donc pour la 25e fois consécutive, le 10 octobre dernier, la Journée mondiale de la santé mentale. Cette année, les activités au programme de cette célébration s'exécutent autour du thème priorité à la prévention du suicide. Au Togo, c'est une conférence débat qui a réuni les différentes structures impliquées dans la lutte contre la drogue et la stigmatisation des personnes en situation de détresse psychosociale. Un des facteurs majeurs de risque de la maladie mentale et du suicide est l'usage de substances psychoactives appelées drogues. Pour élucider les liens entre la consommation des drogues et les maladies mentales, nous recevons, je le disais tantôt, M. Bom David Mawina. Il est le secrétaire permanent adjoint du Comité national anti-drogue. Il est au micro de Amara Moussa. Monsieur Bom David Mawina, bonjour. Bonjour Monsieur Amara Moussa, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Et d'abord, dès l'entame de notre entretien, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on désigne par substance psychoactive. Alors comme le nom l'indique, substance psychoactive, vous avez d'abord une substance qui peut être une substance d'ordre naturel, ça veut dire que les plantes ou bien les feuilles d'arbres, vous voyez, ou bien des substances d'ordre synthétique qui peuvent être comme des médicaments, qui peuvent être des substances liquides, mais qui sont toxiques, mais qui, une fois qu'un organisme humain ou bien un être humain les consomme, va interférer avec le système nerveux central, puis va provoquer un certain nombre de modifications au niveau de l'humeur, au niveau du comportement, au niveau de la perception, et puis au niveau même aussi cognitif. Oui, quel lien peut-on établir alors entre la consommation de ces substances psychoactives et la maladie mentale? Effectivement, les liens sont très évidents. Je pourrais vous donner quelques statistiques. Vous savez, les études ont montré que 50% des personnes qui ont des problèmes avec la consommation de substances ont au moins un problème de santé mentale. Et puis, vice-versa, nous avons au moins 20% des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, c'est-à-dire ça peut être une maladie mentale, ça peut être un problème psychologique, ont aussi des problèmes de consommation de substances. Ça veut dire que la prévalence est claire que quand vous prenez la population des personnes qui ont des problèmes de consommation de substances, ils ont au moins un problème de santé mentale. Ça peut être une dépression, ça peut être des problèmes d'humeur, ça peut être aussi des problèmes psychiatriques graves, voire ainsi de suite. Et donc cette année, je me réjouis que le thème retenu pour la commémoration de la Journée internationale en santé mentale est la prévention du suicide. Évidemment, le suicide, dont les facteurs de risque sont souvent aussi les troubles d'humeur, sont aussi liés à la consommation de substances. Et donc, prévenir aussi exactement le suicide, c'est aussi prévenir tous les facteurs de risque, notamment la consommation de substances qui est liée. Et donc, je peux vous donner aussi quelques statistiques. Quand vous prenez par exemple les organisations internationales qui interviennent dans la lutte contre la drogue, notamment l'ONUDC et puis l'OMS, ils ont pu établir que l'alcoolisme est associé à 25 à 50% des suicides qu'on enregistre dans le monde entier. Et puis 10% des personnes atteintes de la toxicomanie ont tendance à se suicider. Ouais. Et c'est ce que je viens de dire, souvent sous l'effet d'un trouble de l'humeur induit par une substance, comme je viens aussi de l'expliquer. Et donc, la consommation de substances représente
un des 10 facteurs majeurs de problèmes de santé dans le monde entier. Et donc, je crois que prévenir le suicide aussi, c'est de prévenir la consommation de substances. Voilà. Et oui, on dit souvent, injecter $1 dans la prévention, c'est épargner $10 qui auraient pu être utilisés dans le traitement. Et comment cela s'explique? Alors, de plus en plus, avec les 20 dernières années de recherche sur l'addiction aux drogues, on a pu comprendre que l'addiction aux drogues devient une maladie du cerveau chronique qui ne peut pas être définitivement guérie, mais gérable. Donc, ça veut dire que l'individu qui commence à développer ce que nous appelons actuellement les troubles liés à la consommation de drogue ou bien de substances, qui sont l'état de complication de la consommation, parce que l'individu qui éprouve des difficultés maintenant à contrôler sa consommation, l'individu qui ne peut pas se passer de la consommation de cette substance, qui est appelé à répéter cette substance à longueur de journée, malgré qu'il souffre, malgré qu'il y ait des conséquences sociales, des conséquences au niveau individuel, des conséquences au niveau santé. Et donc, à cette étape, c'est très difficile de pouvoir prendre en charge parce que la prise en charge demande suffisamment de moyens, de ressources pour prendre en charge un individu. Les organisations internationales qui interviennent dans ce domaine ont essayé de faire des estimations par rapport au coût que peut revenir aux familles, à la communauté pour traiter un usager de substances. Et ils en ont déduit qu'en fait, il revient complètement beaucoup plus cher de traiter un individu qui est déjà dans cette étape de complication de la consommation que de pouvoir faire de la prévention. Parce que la prévention, bien sûr que ça demande aussi suffisamment de ressources, mais si on arrive à mettre la priorité sur la prévention, on arrive à plutôt économiser sur les coûts qu'on aura à mettre dans le traitement. Et donc, vous savez, mettre en place une structure de traitement avec le personnel bien formé, avec les différents programmes de traitement, c'est beaucoup de sous, c'est beaucoup de ressources. Et donc, on pense que c'est mieux de pouvoir empêcher les jeunes de pouvoir commencer à consommer cette substance, parce qu'une fois que les jeunes commencent, ils ne savent pas à quel âge, à quel moment ils deviennent dépendants de ces substances-là. Alors, et les données scientifiques nous ont aussi permis de comprendre que plus tôt les jeunes commencent à utiliser ces substances-là, plus graves sont les risques sur le développement plus tard des problèmes de santé mentale. Bien sûr, avec un certain nombre de vulnérabilités, un certain nombre de prédispositions, que ce soit génétique, familiale, etc. Donc, de plus en plus, on comprend que les jeunes sont beaucoup plus vulnérables à la consommation de substances parce que justement, leur cerveau est en développement, le cerveau vont subir des modifications importantes sous l'effet de la drogue et puis qui peut entraîner plus tard des problèmes d'abord de dépendance à cette drogue et puis des problèmes d'ordre de santé mentale et de suicide. Oui, le Togo est dans la dynamique mondiale de lutte contre la drogue et notre pays se dote d'un plan intégré pour lutter contre ces substances. Et parlons-nous un peu de ce plan intégré. Alors, le gouvernement prend vraiment ce problème très au sérieux. Je voudrais d'abord, si vous me permettez, de retracer un tout petit peu ce que le gouvernement togolais a mis en place depuis que la communauté internationale aussi alerte les États membres sur la nécessité d'avoir des politiques intégrées, des politiques vraiment efficaces pour pouvoir faire face à ce problème. Et donc, la communauté ouest-africaine, c'est-à-dire la CEDEAO, les chefs d'État du gouvernement se sont rencontrés en 2008 à Préa pour faire une déclaration politique. Et cette déclaration politique suivie de l'élaboration d'un plan régional de lutte contre la drogue. Et depuis 2008, à cette déclaration de Préa, le Togo fait partie des premiers pays de la sous-région ouest-africaine à mettre en place un plan national intégré de lutte contre la drogue. Et ce plan, justement, met en accent une priorité sur les actions de réduction de la demande. Quand nous parlons des actions de réduction de la demande, c'est les actions de prévention, les actions de traitement, de réhabilitation et des actions de renforcement des capacités de développement des compétences de façon générale pour pouvoir répondre aux besoins de la demande, aux besoins de traitement, aux besoins de prévention. Et depuis ce jour, je crois que le gouvernement est toujours dans la dynamique de pouvoir prendre en compte les récents développements du phénomène et c'est ce qui a conduit à la révision du premier plan en 2012 et actuellement à une nouvelle stratégie encore qui aussi s'articule sur les anciennes axes stratégiques et qui prévoit que dans les 3 régions au moins du Togo, parce qu'on veut être très pragmatique, c'est une ambition, oui, bien sûr, mais on sait ce que ça coûte les centres de traitement. Au moins, commencer par avoir dans 3 régions du Togo, un centre de traitement et de réhabilitation de référence pour pouvoir permettre à ce que les jeunes qui malheureusement sont déjà confrontés à ces problèmes, qui deviennent dépendants, puissent avoir des services de qualité
Et donc c'est en fait une des ambitions. Mais l'autre ambition aussi, comme on vient de le dire, c'est la prévention, c'est de pouvoir appuyer les organisations de la société civile à avoir suffisamment de compétences. Vous savez, au Togo, nous avons des organisations de la société civile qui ont de la motivation, qui veulent faire quelque chose, qui veulent apporter leur contribution aux côtés des structures étatiques, mais ils n'ont pas suffisamment de ressources, ils n'ont pas suffisamment aussi de compétences pour pouvoir faire de la prévention. Faire de la prévention, ce n'est pas faire de la sensibilisation, parce que la sensibilisation n'est qu'une petite stratégie qu'on utilise dans la prévention. La prévention va au-delà, parce qu'actuellement nous parlons de la prévention basée sur les données probantes. Ça veut dire que la prévention qui indique quels sont les facteurs, on les appelle les facteurs de risque qui poussent les jeunes à aller à la consommation de substances. Et donc la prévention agit sur ces facteurs que nous appelons les facteurs de risque pour pouvoir réduire ces facteurs de risque et augmenter ce que nous appelons les facteurs de protection chez les enfants. Ce n'est qu'à ce prix qu'on parle de prévention. Et il y a des compétences, il y a des savoir-faire, il y a des savoirs scientifiques qu'il faut posséder pour pouvoir faire ces préventions. Et justement, le Togo s'inscrit dans cette dynamique pour aller vers ce qu'on appelle evidence-based. Et c'est ce que nous faisons également dans le domaine aussi de traitement, en formant déjà des professionnels de la santé, de l'action sociale, de la société civile, sur les bonnes pratiques en matière de traitement, basées sur le respect des droits humains, sur la déontologie et l'éthique, et sur le professionnalisme. Oui, parlant justement du respect des droits humains, il y a de ces hommes et femmes qui stigmatisent les personnes qui présentent une situation de malade mentale. Malheureusement, nous vivons ça dans nos communautés et simplement c'est parce que les gens ne savent pas ce que c'est que ces maladies mentales, c'est que les problèmes de consommation de substances. Okay? Donc, je crois que c'est un manque d'information et nous devons travailler suffisamment pour sensibiliser les gens. Et malheureusement aussi, nous-mêmes en tant que praticiens professionnels intervenant dans le domaine, parfois nous avons aussi des attitudes stigmatisantes. Par exemple, quand nous appelons nos malades, voilà, lui c'est un schizophrène, lui c'est un schizo, lui c'est un déprimé. Alors en fait c'est des vocabulaires qui sont stigmatisants parce que ces personnes qui viennent à nous, ils n'ont jamais pensé être dans l'état dans lequel ils sont. Et parlant de la consommation de substances, je vous l'avais dit, on commence par consommer une fois dans la vie. On ne sait pas quand on a répété ces substances, on ne sait pas quand on est tombé dans la dépendance. Les malades mentaux, et ce ne sont pas des brigands, ce ne sont pas des gens aussi dangereux. En fait, c'est la maladie qui les rend comme ça. Et donc, on doit avoir plutôt un regard de compassion, un regard de soutien de leur famille. Aussi, avoir des structures qui valorisent. Okay? Parce que ces personnes sont malades, mais ils ont des ressources. Ils peuvent toujours être traités, être réinsérés dans leur communauté, apporter leur contribution pour le développement de leur communauté. Et donc, on peut toujours tendre la main à ces personnes, les aimer, et puis leur offrir des opportunités. Parce que pour la consommation de substances, une fois que les drogues, vous les consommez pour une longue période, ils changent complètement la structure du cerveau et que c'est difficile pour ces personnes-là de faire un certain nombre de choses. Mais pourtant, il y a encore des possibilités pour eux de les rediriger vers d'autres activités qui leur permettent quand même de pouvoir aussi joindre les deux bouts, prendre soin de leur famille et puis s'affirmer dans leur communauté. Monsieur Boum David Mawina, je rappelle que vous êtes le secrétaire permanent adjoint du Comité national anti-drogue CNAD. Notre entretien tire à sa fin et nous sommes en période scolaire et ces statistiques ont démontré qu'il y a la consommation aussi au niveau des écoles. Quel conseils vous avez à l'endroit de nos jeunes frères qui sont encore sur les bancs? Merci. Et les conseils, je vais les inscrire dans le cadre de la commémoration de cette journée internationale de la santé mentale. Alors, plus on est jeune, plus on est plus vulnérable, plus on a beaucoup de risques en touchant aux substances, notamment à l'alcool, parce que les jeunes ne savent pas que l'alcool est dangereux pour le cerveau, parce que le cerveau en développement, quand vous consommez de l'alcool, l'alcool réduit vos potentiels cognitifs, ainsi que les drogues. Et donc, c'est pour leur dire attention, parce que le cerveau, vous avez presque le collège et le lycée, ils ont moins de 25 ans, je présume. Et donc, en touchant ces substances, ils ont des grands risques pour devenir dépendants à ces substances-là, pour développer plus tard des problèmes de santé mentale, et aussi, ils ne sont pas à l'abri des tendances suicidaires. Et donc, je leur dis de ne pas vouloir expérimenter les drogues ne sont pas des choses qu'on expérimente parce que c'est des substances qui interfèrent directement avec notre ordinateur, l'ordinateur du corps qui est le système nerveux central.
On a connu des gens qui n'ont jamais consommé de substances, qui ont fait de grandes choses. Je donne souvent l'exemple des smartphones que nous avons. C'est le cerveau humain qui les crée. C'est des serveurs très intelligents, c'est le cerveau humain qui les crée. Ces cerveaux humains ne créent pas ces machines sur la base de la substance de drogue. Et donc, si ces machines sont performantes, c'est que les cerveaux qui les créent sont beaucoup plus performants que ces machines. Donc, on doit pouvoir prendre soin de notre cerveau, prendre soin de notre corps, et donc on n'a pas besoin de consommer ces substances-là. Et puis, je voudrais aussi terminer pour leur dire, il y a beaucoup qui pensent que le cannabis, qu'on appelle généralement gay, ganja, marijuana, n'a pas de risque parce qu'ils voient les camarades les consommer sans pourtant développer des problèmes majeurs. Mais je leur dis, attention, il suffit seulement de les observer pendant un certain nombre de périodes. Ils s'en rendront compte que la personne qui connaissait, qui ne consommait pas de marijuana avant, serait complètement quelqu'un de différent. Par rapport à ses performances à l'école, par rapport à sa vie relationnelle avec sa famille, ses amis, tout change. Et donc c'est pour leur dire de faire attention, pour ne pas tomber dans ces pièges des amis qui font de pression, qui disent non, moi je consomme, je n'ai jamais eu de problème, moi il n'y a pas de souci pour moi. De faire extrêmement attention parce que effectivement marijuana c'est une drogue qui finalement se présente comme une drogue amicale, mais qui détruit plus qu'ils peuvent l'imaginer. Donc je leur dis de faire extrêmement attention à l'alcool, au marijuana. Ils n'en ont pas besoin. On compte beaucoup sur la jeunesse togolaise pour construire le Togo de demain. On compte sur leur force, leur intelligence pour pouvoir changer le monde. Donc voilà ce que je voudrais faire comme mot de fait. Monsieur Boum David Mawena, vous avez bravé la pluie pour cet entretien. Je vous remercie pour l'importance que vous accordez à cette sensibilisation. Merci Monsieur Amara Moussa, c'est vraiment un plaisir pour moi aussi de partager un peu sur cette thématique qui nous tient vraiment à cœur au niveau du Comité national antidrogue. Les affaires de viol sur mineurs sont de plus en plus récurrentes au Togo. C'est le cas de la petite Charlotte qui a été violée par le sieur Messan. L'inculpé a été condamné à 7 ans de réclusion criminelle. Retour sur les faits avec Hélène Assabi. La nommée Charlotte, âgée de 15 ans, élève, participait aux travaux de groupe avec ses camarades élèves dans une maison où logeait le nommé Messan, alias attaquant dinosaure, une maison contiguë à l'établissement scolaire que fréquentait Charlotte. À chaque fois qu'elle allait dans cette maison pour étudier, Messan ne cessait de la harceler sexuellement. Ainsi, le 12 février 2011, aux environs de 18 h, Charlotte allait au travail de groupe en compagnie d'un camarade élève quand ils croisèrent Messan à la devanture de la maison. Ce dernier déclara au compagnon de la fille que celle-ci était sa copine et tout d'un coup, il l'arracha, la tint fortement par la main et la traîna dans sa chambre où il lui imposa des relations sexuelles. Le lendemain, Charlotte relata sa mésaventure à l'une de ses camarades qui la rapporta au directeur de l'école. Ce dernier informa à son tour la mère de la victime qui alla se plaindre à la police. En enquête préliminaire, comme à l'information, l'inculpé a reconnu les faits de viol qui lui sont reprochés tout en prétestant confusément que sa victime était consentante. Mais les renseignements recueillis sur Messan ne lui sont pas favorables. Il est repris de justice, déjà condamné pour groupement de malfaiteurs. Il ne sait ni lire ni écrire. Ainsi, à l'audience du 2 mars 2016, Messan fut accusé de viol sur mineur, un crime prévu et puni par l'article 398 du Code de l'enfant. Il a été donc condamné à 7 ans de réclusion criminelle. À samedi prochain. Du sport pour fermer ce magazine pluriel et du football. Les éperviers du Togo sont toujours en France dans le cadre des journées FIFA. Ils affrontent demain dimanche en match amical la Guinée. Yao Kamake revient sur les faits. C'est la deuxième rencontre amicale de la bande à Claude Leroy après la première perdue face au Cap-Vert 1-2. La sélection togolaise continue ainsi les préparatifs pour les éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Retour au Togo, c'est la mise à jour du calendrier de la D1 avec les matchs reportés. Ce dimanche à 15 h à Kara, ASCO offre son hospitalité au dynamique togolais Dito de Lomé.
À Anéhon, Maranatha de Fiokpo va défier Gbolé sous local. Préparatifs pour les prochaines échéances. Les éperviers U20 livrent un match amical ce dimanche au municipal de Lomé face à Arabia FC de Tabligbo. Enfin, c'est ce dimanche que le bouquet final de la Coupe UFOA va se jouer entre le pays organisateur, le Sénégal, et le tenant du titre, le Ghana. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Mesdames et messieurs, magazine pluriel de ce samedi, c'est fini. Rendez-vous est pris pour samedi prochain. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg